Les architectes coûtent trop cher. Faux. L'architecte, c'est le mec qui garde le cap. Quelles que soient les tempêtes, je garde le cap et je fais en sorte que ça aboutisse. L'architecture, je peux passer ma vie dedans, j'arriverai jamais au bout. J'ai des idées de ouf, j'ai la dalle, et les matins, t'arrives, t'es sûr que tu tiens l'idée du siècle, mec. Ouais. Et en fait, c'est de la merde, tu vois. L'architecte, c'est un généraliste, c'est-à-dire qu'il connaît un peu tous ces sujets, mais il n'en connaît aucun précisément, si tu veux. Il me dit, il n'y a plus personne sur le chantier. Le chantier est abandonné. On a 20 personnes qui sont dans la nature, on ne sait pas où ils sont. On est rentré dedans avec le client, on s'est regardé, on s'est dit, putain, ça fait chier, quoi. Il faut que ce soit réglé comme un papier à musique, tu vois. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un truc qui bouge. On est ravis de vous revoir pour cette saison 2 de Brique par Brique, une saison qui s'annonce remplie de nouveautés. Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau décor, ici, dans un appartement en plein cœur du Marais historique à Paris. Un appartement qui a été designé par un architecte de renom, très talentueux, Jérémy Chailloux, qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui pour ouvrir cette saison 2. Jérémy, Salut, bienvenue. Ça va? Et toi? Très bien. Pas trop stressé? Très bien. Bon, super. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Bon, comme d'habitude, tu as vu les épisodes de la saison 1, on a toujours une question qu'on a gardée sur la saison 2 pour démarrer. Si tu étais un bien, lequel tu serais? Je pense que je serais un château posé sur une falaise qui domine genre une forêt ou la nature, tu vois. Ah ouais, colonial. Avec un cheval et... Ouais, un truc un peu reculé, tu vois, où vraiment juste moi seul dans la nature avec de la vieille pierre qui a toute une histoire, soit médiévale, soit ou autre, tu vois. Trop sympa. Et je kifferais faire ça et être ça et vivre dedans, ouais. Dans quelle région? Alors, c'est pas là où il y a le plus de châteaux, mais j'aimerais bien en Haute-Savoie. En Haute-Savoie? Ouais, pour les reliefs, en fait. Pour les décors. Ouais. Je vais te laisser te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, Jérémy Chailloux, fondateur du Studio Chai, qui est une agence d'architecture d'intérieur et de design basée entre Paris et Marseille. Je suis né à Paris, j'ai grandi dans les Yvelines. Assez tôt, je suis arrivé à Marseille par la carrière de mes parents. Et je suis resté à Marseille jusqu'à mes 20 ans. Et après quoi, je suis allé à Paris pour faire l'école Camondo, qui a initié mon parcours d'architecture. Et voilà, donc j'ai fait mes 6 ans à Paris. Et après, je suis rentré à Marseille pour créer mon agence, fonder le Studio Chai. Et à partir de là, le parcours est allé super vite. J'ai enchaîné entre Paris et Marseille assez rapidement. Donc Ouais. voilà. Et donc, on va y revenir. Sur le démarrage, donc toi, tu m'as dit, tu es arrivé à Marseille, tu avais 6 ans? J'avais 8-9 ans, un truc comme ça. 8-9 ans. Ouais, primaire. Ok, tu étais comment à l'école? J'étais pas du tout studieux, j'étais à fond une pile électrique, Ouais. tout le temps au fond de la classe parce que j'étais ingérable. Ouais. Donc j'ai fait un parcours assez tumultueux. Ok, mais t'es allé au bout des études quand même. Je suis allé au bout des études, non sans mal, mes parents s'en souviendront, mais j'ai été viré d'un paquet d'établissements. Ouais. Et d'ailleurs, de faire des études, c'était à la fois une volonté motivée par mes parents comme beaucoup. Mais c'est vrai que quand je me suis lancé dans ce cursus dans l'architecture d'intérieur, dans le design, c'était un vrai challenge. D'ailleurs, ma mère me disait chaque année commencée est due financièrement. Donc elle me tenait un peu comme ça a marché. Mais c'est vrai que non, c'était un parcours un peu chaotique. T'as grandi où à Marseille? J'ai grandi dans le Caveau, Okay. qui est un quartier résidentiel qui est un peu en dehors de Marseille. Ouais. Mais qui est génial, qui est aux portes des Calanques, qui est entre les Calanques, si tu veux, et la mer. Donc c'est un lieu qui est parfait pour grandir, tu vois. Ouais. Non, c'était top. Où tu as puisé pas mal d'inspiration, j'imagine. Pas mal d'inspi, et puis surtout, enfin, je te dis, Marseille, l'environnement dans lequel on grandit, on est proche de la nature, on est au grand air, tu vois, j'ai pas fait sport-études, mais j'avais l'agenda de sport-études, tu vois. Ouais. Dès qu'il y avait du vent, j'étais dehors, je faisais de la planche, tu vois. Donc c'était top. Et sur le plan familial, tu as des frères et sœurs? J'ai 2 frères et sœurs. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Ouais. Moi, je suis le petit dernier. Et qui habite en Bretagne maintenant, et j'ai une grande sœur qui est pilote de ligne. Okay. Et voilà, c'est marrant, une des rares pilotes de ligne femmes en France. Et voilà, écoute. Ok.
Et donc, tes parents, ils étaient dans quel métier? Alors moi, je suis pas tombé très loin du pommier. Mes parents, en fait, ma mère, elle était styliste, modéliste, Mhm. donc dans le tissu toute sa vie. Et puis après, elle est allée dans les tissus d'ameublement. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à elle que je me suis retrouvé à faire ce métier, parce que je l'ai beaucoup suivi dans ses rendez-vous de clientèle, dans des maisons incroyables à Marseille, où je découvrais derrière chaque porte un univers dingue, si tu veux, qui était des maisons de maîtres, tu vois, de 300 à 400 mètres carrés, avec des vues sur la mer imprenables, enfin des choses assez incroyables. Et donc c'est vrai que ça avait pas mal motivé ça, on va dire, ça a éduqué mon goût au beau. Mhm. Et c'était des super souvenirs. Et mon père est ingénieur béton, donc il a travaillé dans le BTP. Et il avait une boîte de travaux. Après, à Marseille, quand on était à Marseille, il avait une boîte dans le bâtiment. Ok. Et donc, si tu veux, j'avais ça qui était en fait un. Alors, c'est marrant, quand tu es jeune, tu as toujours l'envie, si tu veux, de t'émanciper, d'aller chercher autre chose, de regarder. Et en fait, tu te rends compte que. Je me suis rendu compte après coup que j'étais vraiment au croisement des deux mondes, Ouais. si tu veux, sur l'aspect sensible, décoration, et l'aspect technique, plus béton, tu vois. Et Mais si tu es allé chercher autre chose. Comment? Ça reste autre chose, le métier d'architecte Ça d'intérieur. reste autre chose, ouais. Ça Mais reste autre c'est chose. lié, oui, Ouais. les bases, le fondement. Bah, en fait, il y avait ce truc-là où, quand j'ai fini la terminale, si tu veux, je savais pas vraiment. Moi, je me voyais très école de co, dérouler une copie assez basique en réalité. Et en fait, j'ai eu la chance de toujours un peu écouter mon intuition et de suivre mes instincts. Et je me rendais compte que ça me plaisait pas, si tu veux, tu vois. Donc, j'ai vraiment questionné cet aspect-là à ce moment de ma vie. Vers 18-19 ans, tu vois, où il faut prendre des choix pour 6 ans. Enfin, tu vois, c'est des choix qui sont assez capitaux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un pote qui m'a mis entre les mains un appareil photo, ce qui en fait a développé une certaine sensibilité chez moi et qui m'a ouvert en fait beaucoup plus au spectre matheux que j'avais, tu vois, par le lycée, par l'école, tu vois. Et c'est comme ça que ça m'a un peu enlevé mes œillères. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à découvrir le monde de l'architecture et à rentrer dedans et à me dire, mais en fait, c'est un point convergent de beaucoup de choses chez moi que je suis, tu vois, l'aspect créatif, l'aspect matheux, le fait aussi d'avoir un métier qui soit sans cesse en renouvellement. Si tu veux, l'architecture, je peux passer ma vie dedans, je n'arriverai jamais au bout, mais je pense que c'est un peu comme toi, si tu veux. Tu es toujours dans une constante découverte, dans une constante évolution, même si tu veux, mes choix en termes de créa, etc., quand j'ai lancé ma boîte, ils sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, si Bien tu veux. sûr, ça évolue, ouais. Ouais, donc c'est ça, ce parcours-là, il est top. Et donc, tu avais, la photo en passion quand tu étais plus jeune. Ouais, Tu de avais, ouf. d'autres passions au Euh, moment de l'adolescence. ouais, ma première passion, c'était la mer. La Ça l'est mer. toujours. Mhm. C'est vraiment un truc qui est ancré chez moi et qui est hyper important, si tu veux. Euh, Après, il y a la montagne, évidemment. Si ceux qui me suivent sur les réseaux voient beaucoup de montagnes en ce moment, c'est parce que j'ai des projets en cours à la montagne. Mhm. Et j'adore y aller. C'était ça mes deux principales passions. Et effectivement, la photographie, où je me suis régalé, quoi. C'était Mhm. vraiment, quand j'ai découvert ça, je passais des jours et des nuits entières à aller shooter seul partout dans Marseille, à me trouver la colline la plus dégagée pour avoir la plus belle vue de Marseille. Enfin, c'était Ouais. génial, j'adorais. Et donc, c'est à quel moment que tu as eu le déclic pour l'archi? De te dire, j'ai envie d'aller faire Camondo, qui est une des meilleures, voire la meilleure, je crois, école? Ouais, c'est réputé comme tel. En fait, dans cette période-là, on était une bande de potes à Marseille où on était tous un peu dans le même truc, c'est-à-dire on savait pas quoi faire. En même temps, on avait un peu taffé, donc on avait ce moment, tu vois, de chômage où c'est un peu la première fois de ta vie où tu te retrouves sans ne rien devoir à personne. Tu Mhm. vois, t'as fait ton taf, t'as eu ton bac, t'as bossé, t'as ton chômage, tu t'émancipes financièrement vis-à-vis de tes parents. Et c'est aussi la première période de ma vie où j'ai une vraie respiration, tu vois, où j'ai pas d'échéance, j'ai pas d'engagement. Et ce moment-là, il était assez bénéfique. On était plusieurs amis comme ça. T'es resté longtemps dans ce... Non, ça a duré quelques mois, ça a duré 4 mois, 5 mois, tu Quelques vois. mois de césure, mais qui font du bien. Ouais, exactement. Ouais. Et là-dedans, et c'est à partir de là, si tu veux, que j'ai commencé, je te dis, à recroiser un peu ces informations-là. Et c'est un pote qui m'en a parlé un peu par hasard, tu vois. Il me disait, putain, mais l'archi, tu devrais regarder, c'est peut-être un truc qui te plairait, etc. Et ça, en fait, ça a résonné, tu vois. Et je me souviens être rentré chez moi,
regarder un peu ce monde-là, me rendre compte au bout de quelques jours qu'en fait, c'est peut-être une très bonne idée, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais une pote qui était à Penningen en Ok. prépa, Qui est une autre qui est une autre école très bonne école, excellente. ouais. Ouais. Et je l'ai appelée en lui demandant, écoute, c'est quoi le bail en fait qu'est-ce qui se passe dans ce milieu? C'est quoi les écoles? Et je connaissais rien vraiment. Hmm. Et elle me dit, bah, la meilleure école, c'est Camondo. Et moi, on va dire, plein d'optimisme, je me dis, écoute, je présente la meilleure école. Si la meilleure école me prend, c'est que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Et si elle me prend pas, j'irai faire autre chose de ma vie, tu vois. C'était quoi Et les examens d'entrée? en fait, donc le cursus classique d'une école d'archi, c'est que tu as ce qu'on appelle une mana, donc c'est une première année préparatoire, Mhm. dans laquelle en fait on t'apprend à dessiner, on te donne un peu les b.a.-ba de l'histoire de l'art, de l'architecture, de l'objet, enfin bref. On te fait rentrer un peu dans ce monde-là. C'est hyper intéressant, d'autant plus à Paris, parce que tu arrives dans cette ville qui est un musée à ciel ouvert, où on te montre, enfin tu vois, moi j'étais le Marseillais, tu vois, qui débarque à Paris, et c'était fou, quoi, tu vois, quand tu découvres des espaces dingues, tu vois, le Grand Palais, le Louvre, la Cour Carrée, enfin bref. Et, euh, et du coup, en fait, donc tu as cette année préparatoire qui, en même temps de te donner des outils et te former, te prépare également à tous les concours d'entrée. Ok. Donc en gros, tu as les concours d'école publique qui sont réputés très difficiles parce que, comme c'est gratuit, beaucoup de monde y participe. Donc il y a une sélection qui est accrue. Et après, tu as toutes les écoles type Penningen, Camondo et autres. Tu vois, maintenant, tu as l'école bleue, etc. Mm. Et là, ce sont des écoles privées. Euh, Camondo étant quand même une école qui est raffiliée aux arts décoratifs. Donc il y a quand même comment dirais-je, une sorte de lien avec le ministère de la Culture. Et en fait, donc, tu prépares ce concours, tu le présentes. Tu as une partie qui est en fait une sorte d'examen écrit, où on te demande, en fait, on te donne des objets un peu random. Et avec ça, tu dois faire des maquettes. Ok. Donc en gros, tu as une photo, tu as un texte, tu as des objets qu'on te donne. Toi, tu peux venir de manière complètement libre avec autant d'outils que tu veux, tu vois, genre des cartons, des stylos, enfin tout ce que tu aimes bosser, tu vois. Et tu construis une sorte de maquette, machin. Donc l'examen est assez long, ça dure genre une journée, ça dure 8 heures. Mhm. Tu gères ton temps comme tu veux. Tu rends du coup ta maquette, tes dessins. Enfin, en fait, c'est très libre. Tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux écrire, enfin. Et à l'issue de ça, tu as une première phase de sélection et tu as un oral. Et en fait, sur la base de l'oral, après ça, on te pose des questions. Déjà, on te demande de soutenir un peu quel était ton projet, pourquoi tu es parti là-dessus. T'as un jury de combien de personnes? Tu as un jury de 3 personnes. 3 personnes Ouais. qui sont archi d'intérieur ou non, il y avait un peu de tout? Je sais même plus en réalité. Je pense que j'ai jamais su à qui je parlais. Ouais, ok. Tu t'es dit juste j'y vais quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. tu vois. En fait, ils se présentent pas, tu vois, les Ouais. mecs. Mais voilà, on te demande de tenir ton truc. Après, ils te parlent de ton parcours, de comment tu as fait tes éléments. Et après, tu as ton book que tu présentes. Donc moi, typiquement, en fait, je suis arrivé là-dedans, j'ai pas présenté un dessin, tu vois, j'ai présenté, enfin peut-être des dessins un peu basiques, tu vois, de nature morte qu'on t'apprend à faire, un truc, mais en fait, en réalité, c'est des choses un peu bidons, hein, tu vois, ça raconte rien de ce que tu es Ouais. en réalité. En revanche, j'ai emmené énormément de photos, et sur la base des photos, j'étais très à l'aise pour en parler, tu vois. Et là-dessus, je rentre, tu vois. Ok. Tu sais combien il y avait d'inscrits pour combien de sélectionnés? On était, à l'époque où je l'ai passé, la sélection c'était 10%. Donc on devait être, 10%? ouais, on devait être 600, 700, un truc comme ça. Putain, Voilà. c'est beau. Déjà, ça rassure sur le fait Ouais, que c'est t'étais fait cool. pour ça. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ok. Mais c'était, je t'avoue que c'était un moment, je me souviens, le moment où j'attendais la réponse, j'étais enfermé chez WAM pendant 4 jours, Ouais. tu vois, à me dire ok, oui, non, parce qu'en fait ça a tellement d'impact, si tu veux, pour moi qui était en plus de Marseille, si tu veux, donc ça veut dire que faut que je trouve un logement, faut que je m'organise, tu vois, Ouais. donc c'était... Tu connaissais des gens à Paris? Avec ta pote Euh, du coup de Penningen? J'avais ma pote de Penningen et j'avais des potes de Marseille qui étaient montés. Hmm. On était tous dans une phase où on voulait sortir de Marseille. Ok. Tu vois, Marseille nous avait un peu. Les sudistes qui montent à Paris. Ouais, et puis Pour tu le sais, travail. t'as le truc. À un moment, je pouvais plus voir Marseille. Ouais. Je pouvais voir Marseille en peinture, il fallait que je me casse de cette ville. C'était trop limitant. Et, euh, et au bout de 6 ans à Paris, je suis rentré à Marseille en me disant ça, c'est la meilleure ville du monde. Hmm. Ça m'avait manqué. Ouais.
Et donc, comment ça s'est passé en rapide, mais le parcours là-bas, scolaire? Parce que c'est une école qui est assez intense. C'est hyper intense. C'est hyper intense. Ça a été d'autant plus intense pour moi dans la mesure où j'ai travaillé pendant mes études. Ouais. J'étais obligé de travailler pendant mes études pour financer, pour financer le cursus qui était hyper cher, tu Tu vois. faisais quoi à côté? J'étais serveur en boîte, Ok. donc j'étais chef de rang. Ok. J'étais au Saint-Père et au Chacha. Ok. Donc, j'ai fait 3 ans jusqu'à en fait ma 4e et 5e année où là c'était impossible de faire les deux. En fait, si tu veux, pour te rendre compte, toute ma scolarité, enfin au moins de la première à la 3e année, le vendredi matin, je me levais à 7h30, tu vois, pour être à 8h30 et 9h à l'école. Je finissais à 17h, je faisais une sieste, j'allais me préparer et rentrer pour commencer mon service à 22h et je finissais à 6h du mat. Tu vois, donc en gros, ça veut dire que chaque semaine, Hyper intense. indépendamment de ce qu'était l'école, de ce qu'était le taf de l'école et mon taf, j'avais une nuit blanche par semaine à faire. Ok. Et donc ça a été, à un moment, si tu veux, tu peux pas tenir ce rythme-là, c'est trop intense. Et le cursus en lui-même, Camondo a ceci de particulier que c'est une école d'architecture d'intérieur et de design qui descend en fait de cette tradition de ce qu'on appelle des ensembliers, c'est-à-dire des gens comme c'est exactement l'exercice qu'on a fait ici, c'est-à-dire que tu fais l'architecture d'intérieur, tu fais les usages, les espaces, et tu vas jusqu'à dessiner les pièces qui vont enfin, définir les pièces et dessiner les objets et les prescrire de telle manière à ce que l'ensemble soit cohérent et forme un décor. Mhm. Euh, et donc en fait, ce double cursus architecture d'intérieur et design, de base, te met une contrainte que tu ne retrouves pas dans les autres cursus que tu as actuellement en France et en Europe. Et en fait, ça, si tu veux, tu as donc tous les semestres, tu dois rendre 2 éléments jusqu'au diplôme. C'est-à-dire que ton diplôme, tu rends 2 diplômes. Tu rends un diplôme d'archi et un diplôme de design, indépendamment, sur lequel on te demande d'avoir une rigueur identique et autant comment dirais-je, de finesse et d'investissement sur les 2 dossiers. Et on essaie de te faire entrer dans un moule en termes de créativité, on te laisse complètement. Alors, euh, oui et non, c'est-à-dire que quand tu sors de Camondo, tu as quand même une tradition Camondo, tu rentres quand même dans le monde de Camondo, Ok. c'est quand même vachement formateur. Moi, je sais que ça m'a fait du bien. J'étais un peu trop tout feu tout flamme, tu vois, avant de rentrer là-dedans. Et ce cadre-là, il est quand même top. Déjà, on passe beaucoup de temps à t'expliquer autre chose que de l'architecture Ok. et du design. On parle de C'est-à-dire, quoi? on t'apprend à dessiner Ouais. énormément. C'est-à-dire que les premières années, c'est 12-15 heures de dessin par semaine. Ok. Entre du modèle vivant, de l'architecture où tu vas faire de la perce en extérieur. Tu apprends à ne serait-ce que tester des matières, des éléments, enfin comment dirais-je, des médiums différents, si tu veux. Est-ce que tu aimes bien dessiner, je sais pas, au crayon, au bic, au feutre, à la gouache, enfin, tu vois, rien que de savoir quels outils correspondent à ce que tu es, à ta patte, à ta manière, tout ça prend énormément de temps, tu vois. Moi, je sais que mes premières années, je suis arrivé, j'avais un style graphique qui était très affirmé, très masculin, etc. Mes 2 premières années, c'était de me forcer à sortir de ça, de telle manière à ce que j'apprenne autre chose que les acquis que je pensais avoir, tu vois, ouvrir le spectre au maximum. Tu Et vois. donc, il te pousse à t'explorer quand même. De ouf. Ok. De ouf. Après, il faut que tu joues le jeu, parce qu'après, Oui, bien sûr. si tu as envie de faire autre chose, tu le fais. Mais tu vois, c'est con, mais en dessin, on te fait faire les premières années des dizaines de feuilles en format raisin, c'est grand format, où on t'apprend à faire une ligne droite, tu vois. Ouais. Juste éduquer ta main, tu vois. Genre. Et tu fais, en fait, quand je t'assure, quand tu as fait 10 feuilles format raisin de ligne droite, à la fin, ta ligne, elle est droite, mec. Et tu vois, tu le fais d'un sens, apprendre à le faire de l'autre sens, apprendre à faire main gauche, Ouais. main droite. Enfin bref. Tu as tout ça, donc ça c'est l'aspect dessin, après tu as l'aspect purement culturel, les arts décoratifs, l'histoire. Tiens, rien que l'histoire, de te remettre tout un ensemble sur en fait, comment dire, l'histoire des rois de France est intimement liée à l'histoire des arts décoratifs, puisque chaque roi avait son style et amenait sa touche et amenait soit une continuation, soit une césure vis-à-vis de son prédécesseur. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Il y a un cours que moi j'avais adoré, qui est relativement contemporain. C'est le mec t'expliquait la chaise. Cours sur l'histoire de l'objet, le Ok. design. Et il partait, il disait on va partir, on va travailler que la chaise. Et il t'a dit la chaise est née
En gros, dans les années 1890, quand on a fait les premières chaises en rotin, sur lesquelles, en fait, c'était le premier objet qu'on a pu amener au commun des mortels, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, les gens, on a le début d'une classe moyenne qui éclot en Europe. Donc les gens commencent à acheter de leur vivant et non plus de garder ce qui leur a été transmis par leurs aïeux, si tu veux. Donc ça marque, on va dire, la naissance du design. Et à partir de là, il te dit pourquoi cette chaise-là dans laquelle on est assis, elle est iconique pour son temps, tu vois. Pourquoi la Pantone, elle est restée comme étant la chaise iconique des années 60-70 parce que en fait c'est l'histoire de la résine, c'est l'histoire de la fibre de verre, c'est l'histoire d'un matériau, le plastique qui se démocratise dans la société et en fait qui, à travers le design de cette chaise, cristallise un mouvement et une manière de réfléchir et tu vois. Et donc voilà, on t'amène toutes ces choses-là, hyper intéressant. J'ai eu des profs franchement. Ouais, t'as des beaux intervenants, t'as des intervenants On connus a on a des intervenants. à Camondo, ouais. Ouais, de ouf. Franchement, on a eu des gens qui te mettent des vraies claques. Intervenants et professeurs même, t'as des Ouais. professeurs. Ouais. Ouais, bah t'as les deux en fait. Nous, on avait une école, enfin on avait une classe, pardon, vraiment très rebelle. On était un peu affreux, Ouais. un effet de groupe un peu terrible. Je sais qu'après coup, ils ont eu tendance à miser sur des profils peut-être plus réservés pour éviter ce genre de problème. Mais ouais, on avait des gens, on avait vraiment. En fait, tu as deux choses. Tu as les gens qui sont vraiment dans la transmission et à ce moment-là, c'est vraiment génial. Et après, tu as des petites guéguerres d'ego où tu es quand même dans un milieu créatif. Ouais. Et tu as des gens, en fait, parfois, tu as des profs, ça colle pas, quoi. Ça colle juste pas, mec. Tu vois, le mec, tu lui racontes un truc, il en a rien à foutre. Déjà, il en a rien à foutre parce que c'est bien souvent, ce sont des professionnels qui ont leur vie à côté et leurs problèmes. Et très honnêtement, pour maintenant être un professionnel, je pense que c'est un exercice qui est quand même assez délicat. D'être professeur. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment arriver à une certaine maturité dans ta pratique et aussi dans ta stabilité de ce qui est ton entreprise et tes clients. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, et en fait, tu as ces gens-là. Écoute, moi, je sais que j'ai eu des problèmes d'ego où les mecs, j'arrivais plein d'affirmations, plein d'énergie en disant ouais, c'est ça, c'est sûr. Et surtout, quand tu es créatif et étudiant, tu as vraiment l'impression d'inventer l'eau chaude Ouais, c'est ça, c'est dans les deux tous les sens. mois. Ouais, en c'est tant ça. qu'élève aussi, on peut se Exact. croire savant. Ouais. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Il y a des matins, tu arrives, tu es sûr que tu tiens l'idée du siècle, mec. Ouais. Et en fait, c'est de la merde, tu vois. Et d'ailleurs, le process, c'est pour ça que c'est long. Les 6 ans d'école, elles t'apprennent aussi ça, tu vois, de te remettre en question, de comprendre que le processus créatif, ça demande beaucoup d'expérience et une certaine maturité. Et en même temps, ce qui fait ta fraîcheur de créatif et d'amener des choses nouvelles comme ça, etc., c'est un peu l'âme d'enfant, tu vois. C'est aussi hyper important de réussir à la conserver parce que sans ça, il n'y a pas de moteur, tu vois. Tu fais rien en fait. Et c'est à quel moment que tu t'es figé sur un style? Comment tu décrirais ton style? C'est un peu ce que je te disais. Alors, mon style, il est masculin, intemporel, lumineux. Et ça suffit comme ça, je pense. Ce qui est marrant, si tu veux, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est qu'en fait, je pense que je suis arrivé à Camondo avec mon style déjà. Et qu'en fait, pendant 5 ans, j'ai fait, on va dire, j'ai pris des chemins de traverse dans lesquels j'ai exploré des choses et découvert des choses. Et j'ai enrichi mon style grâce à ça pendant ces 5 ans. Et après, à la sortie d'école, j'avais ce style-là qui était déjà assez affirmé, qui était déjà je sais que quand j'arrive, toi tu l'as vu avec moi, si tu veux, quand j'arrive avec des idées, je pense que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, mais en même temps quand j'ai des convictions, je les garde, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivé avec les choix de ton appartement, tu vois, typiquement sur les miroirs, sur cet axe-là qu'on a entre la cheminée, la cuisine et le seuil des 2 pièces, je t'ai pas vraiment laissé le choix. J'ai juste essayé de faire en sorte de te faire comprendre à quel point c'était une bonne idée et qu'il fallait la garder, que c'était un point central de ton projet. En revanche, derrière, et c'est ça où le métier est intéressant, c'est que chaque projet est une opportunité pour moi d'aller explorer autre chose,
tu vois, quand je te rencontre, je rencontre ta sensibilité, tes envies, et mine de rien, ça, que je le veuille ou non, ça nourrit ma pratique, Bien sûr. ça me rajoute de l'expérience, c'est hyper intéressant pour moi, et ça vient pour moi, ça vient un peu affiner mes armes et les différents outils que j'ai à ma disposition pour faire en sorte de créer des espaces qui soient remarquables. Parce que pour bien comprendre, donc du coup, bon, je l'ai dit en intro, mais on est dans un appartement donc en plein cœur du Marais, qui est mon appartement, que tu as complètement refait et complètement pensé de A à Z. Donc on est reparti d'une feuille blanche Ouais, pour tout reconcevoir. voilà. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça, le fait de, je vais pas dire imposer ton style, mais parce on en a déjà parlé, tu as plein d'architectes aujourd'hui d'intérieur qui se plient complètement aux demandes du client. Alors je comprends que quand tu démarres, enfin parce que là c'est aujourd'hui, mais comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé? Je pense que ça, c'est une question de caractère. Je pense que c'est, en fait, mais c'est comme dans tous les rapports humains. Je pense que c'est une question de, il faut savoir donner des limites, et il faut savoir dire non. Voilà, c'est tout. Mm. Et ça s'apprend, c'est très dur. Il y en a qui sont, ça, on est parfaitement tous inégaux vis-à-vis de ça. Je pense que plus tu apprends à dire non, plus mieux c'est pour toi, et c'est valable dans la vie en général, si tu veux. Euh, Évidemment à bon escient. Et non, je sais pas, j'ai jamais eu trop de problèmes. En fait, le seul sujet que je pourrais avoir vis-à-vis de clients, c'est de pas faire mouche tout de suite. Donc, c'est d'avoir une conception qui soit un peu plus longue parce que on a, le point de rencontre se fait pas forcément entre lui et moi. Mais c'est pas grave, si tu veux, c'est que du temps et Ouais. t'affines tes trucs. Après, ça peut venir. Bah, c'est un métier qui est profondément humain, donc ça peut venir de mon client qui a mal exprimé ses idées, et ça peut arriver de moi de mal l'avoir écouté, d'être dans une phase où je suis plus pris ailleurs, donc j'ai moins de temps enfin, voilà, après, mais j'ai jamais eu de panne sèche sur un projet où j'arrive à un moment en disant, bah, en fait, je suis sans solution, quoi. Ok. Je sais que, et d'ailleurs, c'est ce qui est génial dans l'architecture, dans le design, c'est comme c'est créatif, par définition, tu auras toujours une parade, toujours quelque chose, toujours un moment où tu vas réussir à faire tenir le projet d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et pour rétropédaler du coup, donc tu finis Camondo, 6 ans d'études, tu te lances direct, comment ça se passe? Donc, comme je te dis, je finis Camondo diplômé, trop content. Une page se tourne. Je quitte Paris, donc je rends mon appart. Là, j'ai pas d'appart, littéralement, pendant un été. Je pars en Grèce. Mhm. Je vais kiffer un coup. Mhm. Et je suis resté à Naxos pendant 2 mois. Et j'ai fait que rider, que faire de la planche, bref, prendre une vraie respiration. Je rentre à Marseille. Et là, en fait, je sais que je veux créer ma boîte, vite. J'ai pas vraiment envie d'aller faire mes armes ailleurs, mais en même temps, il faut que je mange. Donc, je repars dans la restauration pendant 2-3 mois où je fais barman, qui était le seul truc que j'avais pas fait en restauration, qui me faisait kiffer. Donc, je fais barman au bistrot de l'Horloge pendant 3 mois. Et, euh, et ça, c'était une trop bonne période. C'était marrant, c'est marrant parce que ce bistrot s'est avéré être genre mon deuxième dossier. Ok, En fait, tu vois, ils m'ont appelé derrière pour refaire le bar. très sympa. Et comme ils savaient que je connaissais, bah, eux, je les connaissais par cœur, et le bar, je le connaissais par cœur. Ouais. Ils m'ont fait faire, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier bar d'ailleurs. Et voilà, et donc je fais un peu des missions de free à droite à gauche, où je repars un peu dans cet écueil de faire un métier alimentaire et en même temps de repartir trouver des agences qui me prennent. Donc j'ai une courte période où je enchaîne la journée et le soir. Et, euh, et en fait, j'ai un ami que j'avais laissé qui maintenant a un gros studio à Marseille, Mhm. qui s'appelle Home Studio. Et cet ami me fait taffer un peu d'ailleurs dans de la prod photo. Et au détour d'une prod, c'était une prod pour Instagram, c'est marrant d'ailleurs. Donc on avait tout le board d'Instagram qui était là, les mecs, machin, grosse prod à Marseille. Et j'étais second assistant photo. Et pendant le shooting, il me dit, mais Jérém, j'ai peut-être un... Là, j'ai visité un local qui est cool, de 1200 mètres carrés, dans le 5e, il faudrait que tu viennes voir et tout. J'ai un projet là-bas, tu vois. Et moi, je lui dis, enfin, moi, il m'annonce ça, mec, je Ouais. pète les plombs, tu vois. 1200 mètres carrés, Ouais, ça doit te dire. je deviens fou. Et, euh, et donc, on en parle. Lui, c'est un gars qui est... il faudrait que tu le rencontres, il est genre top, tu vois, c'est tout ce que tu aimes d'un mec, il est généreux, il est plein d'idées, tu vois, hyper positif, Mhm. et en même temps extrêmement juste et précis dans ce qu'il fait. Mhm. Et donc il me montre ce truc-là, et moi je lui dis, écoute, bon, euh,
J'ai pas d'expérience, ou très peu. J'avais dû enchaîner peut-être 2 ou 3 mois de taf de boîte dans des différentes agences de Marseille. Mais comme freelance, enfin, tu vois, c'était assez limité. Mais en même temps, j'ai des idées de ouf, j'ai la dalle. Donc, ce que je te propose, c'est je m'engage à ne prendre que ton dossier Ouais. pour être full time dessus. Ce qui me permettra, on va dire, de pallier mon manque d'expérience par du temps. Et en contrepartie, feu, quoi, on va te faire un projet de ouf. Ouais, et ça te fait une belle pub en plus. Et ça me fait une belle pub. Ça m'a fait, ouais, ça m'a amené, en fait, ça a lancé la boîte, Ouais. littéralement. C'est-à-dire qu'on a fait le truc, c'était un projet qui était complètement fou, si tu veux, sur tous les aspects. Déjà, l'aspect financier. Combien de temps de travaux pour 1200 mètres carrés? C'était pas si long, on a mis le projet, on l'a fait en 9 mois, avec la conception. 1200 mètres carrés? Ouais. Putain, Mais c'est pas long du tout. non, c'était pas si long, mais c'est parce que c'était aussi en lien avec le budget, et surtout, enfin, on a sorti un truc avec des moyens. On se demande encore aujourd'hui Comment vous avez fait? comment on a fait. Après, c'était moins cher avant aussi, non? En Ouais, termes de travaux. même. Mais bon, même, ouais, c'était. Franchement, je me souviens, j'avais des négos C'était combien le montant, tu te rappelles? On avait sorti les 1200 mètres carrés à 175 000 euros. Ouais. Donc impossible. 175 000 euros pour 1200 mètres carrés? Impossible, mec. J'ai même pas envie de dire les Non, chiffres le ratio, il est impossible. Ok. Et bon, après, il est venu compléter le truc petit à petit, mais Ouais. en fait, tu avais un outil pour taffer, tu vois. C'est-à-dire, tu avais une pièce un peu chambre forte dans laquelle il y avait le matos de location photo Hmm. et un cyclo pour faire des pubs et des clips, tu vois. Ok. C'est là-bas que Jul a fait ses clips, etc. Donc c'était génial. marrant, il y a quand même des gros noms qui sont passés là-bas. Et du coup, ça lance je livre ça, ça roule. Du coup, je fous mes bureaux dans cet espace-là, puisque il y avait un espace de coworking à l'étage, avec d'autres boîtes dans la prod, etc. Et en fait, de fil en aiguille, chaque client qui passait là-bas, que ce soit pour de la prod, des shoots, de la loc, des séminaires, étaient en fait des potentiels prospects pour moi, si tu veux, des potentiels clients, si tu veux. Et ça n'a pas loupé. Peu de temps après, j'ai le fondateur de Spock, Christophe Juville, que tu identifies, qui lui est en pleine expansion sur son réseau et qui cherche un archi et qui me sollicite. Et ça et d'autres, et en fait, ça a lancé la boîte, quoi. Ouais, donc un gros bouche à oreille, quoi. Donc t'as jamais eu vraiment besoin, à part pour ce projet-là, qui t'est tombé aussi un peu dessus, mais d'aller complètement chercher, ramer, parce que c'est un peu la galère du démarrage, non? Jamais. De trouver des projets. Jamais. Toi, ça s'est fait tout naturellement, tout Ouais. en aiguille. Et... Mais honnêtement, c'est le fondement même de notre métier, en fait. Ouais. On est dans un métier où, alors il y a l'aspect cool, il y a l'aspect beau. Là, on est en train de faire un exercice qui est marrant, tu vois. Mais si tu veux, la réalité, c'est qu'il faut qu'avant ça, l'intégralité des éléments soit respectée, parfaitement respectée. Il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Il faut qu'au niveau de ton budget, ça tienne. Il faut qu'au niveau de la technique, ça tienne. Il faut que la communication soit parfaite. Et tu peux pas te louper, en fait, si tu veux. Donc, et en fait, ce sont à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, des gens qui viennent me voir, c'est le plus gros projet de leur vie. Que ce soit en pro ou en perso, les mecs, ils mettent tout ce qu'ils ont sur la table, parce que, on est tous pareils, quand on est en résidence principale, on achète tous trop grand, ou à la limite de notre budget, donc du coup, les travaux, tu avais imaginé 100, il te reste 50, et voilà. Et quand tu montes un business, tu crées un outil, c'est ça qui va te faire gagner ta vie, donc s'il y a une merde, c'est catastrophique, tu vois. Donc tu peux pas, en fait, tu es obligé, si tu as une pression constante de ne pas faire d'erreur, en fait. Tu peux pas en faire, t'as pas le droit. Et donc, à partir du moment où l'exercice que tu rends est complet et complété, et que ça s'est bien passé, en fait, ça ne se passe que par bouche à oreille, parce que tu as besoin d'avoir un indice de confiance qui soit extrêmement élevé. Donc toi, par exemple, si demain tu me recommandes, et c'est ce qui s'est passé moi sur mes précédents projets, en fait, le résumé, c'est de dire, en fait, c'est un gars qui va pas te planter, c'est un gars qui va te suivre, c'est un gars avec lequel tu vas pouvoir, de manière cohérente et en confiance, investir de l'argent, en fait, tu vois. Ouais, parce qu'en vrai, le métier, il est assez... Moi, je dis toujours qu'il est assez compliqué dans le sens où tu es entre l'artisan et le client, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup du client aussi, non? Parce que tu as des clients qui doivent être vraiment casse-bonbons.
Ouais, Je sais pas si ça se trouve, je suis dedans, mais. Non, 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 toi, Mais, je reprends ton expression, t'es un beignet. mais- C'était facile. Non, c'était cool de bosser avec toi pour le coup, vraiment. Ouais. Genre, c'est cool parce que déjà, t'es entrepreneur et t'es chef d'entreprise, donc la prise de décision, c'est ton quotidien. Donc, si tu veux, là-dessus, t'étais très réactif, donc c'était agréable. Et puis, tu savais quand même ce que tu voulais, t'as du goût. Enfin, on avait, je pense, une vision commune assez identique en réalité, tu vois. Ouais. Donc, c'était cool de faire le truc ensemble, vraiment. Bah, c'était un plaisir partagé. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu comment on s'est connus, moi j'ai vu une de tes parutions du coup digitales pour le coup Ok. sur AD Magazine, sur Small Spaces, Ok. avec un appartement qui était le tien. Et c'est comme ça du coup que j'ai contacté Jérémy. Voilà, comme ça les gens Ça, c'est savent le aussi. meilleur, ouais, Voilà, la meilleure, bonne publicité. la meilleure des pubs, c'est clair. Mais ça, d'ailleurs, il faudra qu'on y revienne dessus, je pense, après, Ouais. sur cet aspect de bouche à oreille. Donc là, on a parlé effectivement du bouche à oreille. Aujourd'hui, moi, j'ai une partie de ma notoriété qui est sur Internet, sur les réseaux, oui, sur les réseaux. Et en fait, autant aujourd'hui, je n'ai aucun problème à travailler, j'ai jamais manqué de travail. Bien au contraire, je suis plutôt à refuser du travail et à sélectionner mes clients, à sélectionner mes projets pour ne garder en fait que j'ai cette chance-là en réalité de pouvoir le faire et garder des projets cool. Et autant les réseaux et la publicité aujourd'hui, donc d'avoir des campagnes de presse. Aujourd'hui, j'ai une Laetitia Toulouse de l'agence Muse qui me suit en campagne de presse, qui est d'un conseil en strat et en développement qui est juste phénoménal. Ça permet à une agence comme moi de pouvoir passer un step. Tu vois, le step d'aller chercher des gros projets, d'aller chercher de l'international, ce qui est vraiment ma volonté aujourd'hui. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait difficilement, si tu veux. À moins qu'on te mette un client te mette une passe D à l'étranger, ce qui est honnêtement peu probable. C'est comme ça que tu viens, on va dire, taper le haut du panier, quoi. Ouais, de toute façon, les réseaux sociaux, je pense que ça a une part très très importante. C'est énorme. Et pour moi, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux, surtout sur des métiers artistiques où tu peux montrer du coup ton art et tes réalisations, tu vois. C'est énorme. Et d'ailleurs, mais c'est un taf à plein dents, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Moi, j'avais un community manager, une campagne de presse. Au début, tu vois, je le faisais, j'essayais de contacter les journaux, les trucs, les machins. Mec, ils te répondent même pas. T'existes pas, en fait. Tu vois, déjà, il faut réussir à sortir un projet correct. Donc, trouver les clients, sortir un projet correct. Une fois que ton projet est correct, il faut arriver à l'accessoriser correctement, l'embellir, faire le shoot qui va bien, le diffuser. T'as tout un tas d'étapes qui te permettent, ne serait-ce qu'avant d'exister devant les gens autour de toi, c'est exister pour les réseaux, exister pour la presse. C'est déjà une étape en soi, si tu veux. Et une fois que tu existes à leurs yeux, derrière, tu vas commencer à développer ta copie et aller chercher des prospects éventuellement ailleurs. Comment tu rentres pour certains architectes d'intérieur qui peuvent nous écouter, comment tu rentres dans un AD Magazine? Écoute, c'est une campagne de presse. Ouais. Campagne de presse, ouais. Moi, c'est grâce à Laetitia Toulouse c'est grâce à l'agence Muse, donc Laetitia et son équipe, qu'on a réussi à avoir AD, Ideat, Milk, et après, en fait, tu re-rentres dans une dimension humaine où, en fait, tu as des visages sur des noms, des gens, des numéros, tu fais cet exercice un peu d'interview. Tu vois, Small Spaces, par exemple, c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, moi, je fais la prod avec les photos, c'est moi qui fais les photos, je fais pas venir de photographe, ce qui est assez dangereux vis-à-vis de la presse parce qu'ils peuvent être très réfractaires au fait que l'archi fasse ses propres photos. Donc je fais mon shooting, je vais chercher des pièces, je vais chercher je sais pas, un camion de 20 mètres cubes rempli de canapés, de tables, de chaises. Le mec de la galerie, je vais négocier des prix de dingue pour essayer d'avoir les plus belles pièces et avoir un intérieur qui soit cohérent. Ouais. Une vraie mise en scène, il y a une vraie mise en scène à Mais faire. de ouf. Ouais. Comme tu as fait un peu ici. Comme j'ai fait ici, ouais, exactement. Okay. Et donc je fais les photos, ça marche, ça passe, les retours sont positifs pour AD. Donc ils continuent à le développer et à le mettre sur leurs différentes plateformes, donc AD Italia, AD Mexico, AD Spain, enfin bref, ils font le tour. Et après, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les quelques projets que AD sélectionne pour faire donc le format que tu as vu qui s'appelle AD Small Spaces, sur lequel du coup là ils viennent faire leur prod. Donc c'est eux qui viennent chez toi avec leur prod, leur photographe,
et qui t'interviewent et qui font le descriptif de tout l'appartement. Et est-ce que dans AD ou dans d'autres magazines, c'est comme dans certains magazines où tu peux payer aussi Il y a pour des paraître? formats, ouais. Il y a des formats où tu peux. Ouais, en gros, j'ai plus les noms en tête, mais genre Yellow Trace, c'est Mhm. très comme ça, tu vois. C'est tu payes et ils te font sortir le truc. Ok. En fait, si tu veux, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que soit il va falloir payer pour exister, être mis en lumière. Mais c'est un taf, mais c'est pareil dans toutes les industries. Bien Tu sûr. vois. Cinéma, c'est pareil, tu as une relation presse, etc. Et bah, en fait, la relation presse, quand tu vas sortir un film, un album, j'en sais rien, tu vois, Mhm. tu vas avoir un exercice de faire le tour des réseaux pour être mis en avant, etc. Alors, quand tu as de la notoriété, c'est pas un sujet, mais quand tu es en train de monter, justement, tu te bagarres un peu pour exister aux yeux de ces gens-là. Bah, là, c'est pareil, si tu veux. Mhm. Donc tu as ce truc-là d'essayer d'exister, et une fois que c'est mis en place, bah, c'est une machine qui s'alimente d'elle-même. Mais si tu veux, au départ, soit tu payes une campagne de presse, soit tu payes des magazines en one-shot sur une parution. C'est marrant parce que si tu veux, la presse a besoin de toi et a besoin des créatifs de manière générale, si tu veux, pour alimenter leurs publications et alimenter des réseaux et avoir un feed qui bouge et une activité, si tu veux. Et donc, en ce sens, ils ont besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'eux, effectivement, parce que c'est une mise en avant qui est colossale. Tu vois. AD, c'est tous les comptes confondus, AD France, AD C'est des ITA et millions compagnie, d'abonnés, hein. c'est des millions et des millions d'abonnés. Tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, le groupe Condé Nast au global, c'est colossal. Mhm. C'est colossal. Et donc là, ça fait combien de temps que tu as ton studio? L'agence, je l'ai créée, je l'ai mis la création d'agence au moment où j'ai mis mes bureaux chez Home Studio. Ok. Et ça, c'était en juin 2017. En 2017. Ok. Ouais, donc Voilà. ça Ça fait fait 8 ans. 8 ans, un peu plus de 8 ans Un à peu peu plus de près. 8 ans. Ouais. Ok, putain, t'as dû en voir des projets. Et toi, tu fais de tout, pour le préciser. Ça peut être des boutiques, ça peut être des restaurants, ça peut Ouais. être des appartements. Ouais. T'es pas ciblé sur quelque chose. Bah, non, en fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux, pour moi, ce qui est cool dans ce métier, c'est que c'est infini, tu vois. Pour prendre l'exemple de ton appartement, c'est la première fois que je fais un appartement dans le Marais, dans un immeuble qui est aussi vieux, tu vois. Ninon Delenclos était en bas avec son salon. Enfin, tu vois, il y a l'histoire, il y a l'aspect historique, la place des Vosges derrière. Tout cet environnement-là, pour moi, il est hyper stimulant, tu vois. Je trouve ça trop cool. Ouais. Et des contraintes de l'appartement qui peut être vu comme étant de bas de plafond, avec cette scission d'avoir deux immeubles qui ont été réunis à un moment dans l'histoire, etc. C'est des contraintes qui sont fortes, mais au final, c'est ce qui fait ton appart. C'est ce qui fait le charme de ton appart. Donc ça, c'est trop cool. Donc, tu as un rapport à l'immobilier qui est aussi très fort, du coup. Mais de ouf. Mais de la même manière, je pense qu'on a un peu la même chose Ouais. à l'inverse, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai effectivement un rapport à l'immobilier. Moi, quand j'ai commencé l'archi, 3 ans après, j'avais qu'une idée en tête, c'était de me faire mon appart. Tu Ouais. vois. Et d'ailleurs, c'était assez drôle quand j'ai sorti mon appart de Marseille en presse. J'avais écrit que j'étais le plus heureux du monde de ne pas avoir de clients. C'était mon premier. Alors les mecs me disaient, mais attends, c'est sûr de vouloir écrire ça et tout. Je dis, bah, on s'en fout en réalité, tu vois. C'est vrai que c'est ton kiff, tu le fais en perso, du coup ça te questionne. Et en fait, c'est en réalité beaucoup plus dur que d'avoir un client qui va te donner des contraintes. Parce que du coup, tu es dans un monde entier de dire, mais en fait, c'est quoi mon truc, c'est quoi Et donc, tu avances là-dedans un peu à tâtons, à te poser. Mon appartement de Marseille, je l'ai fait dessiner. J'ai dû le redessiner 3 ou 4 fois, je te jure. Ok. Je l'ai refait 2 fois. Rien que pendant le chantier, je l'ai refait 2 fois. Et parce que j'étais pas sûr, parce que je voulais un truc parfait. Bon, l'histoire m'a donné raison, mais c'était incroyable. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et du coup, pour te répondre, en gros, j'ai commencé donc avec ce projet tertiaire. Peu après, j'ai eu le bistrot de l'horloge, mon premier bar. Après, j'ai fait des potes, un peu comme tout le monde, tu vois. Tu fais ton premier cercle, deuxième cercle, et en particulier, et ça, pour le coup, c'était des expériences qui étaient pas ouf, parce qu'en fait, c'est là que tu fais ton expérience, c'est que tu dis, bah, t'acceptes le projet, mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu viens de te mettre dans une galère de dingue parce qu'ils ont pas la thune pour faire correctement le J'allais te projet. dire, quand il y a l'argent en plus et que c'est des copains de l'autre Mais côté, c'est que ça. ouais, Mais mec, c'est que ça. c'est compliqué. Ouais. C'est que ça. Et d'ailleurs, j'ai encore la relation copain-business avec des environnements de projet qui sont aussi chargés. C'est très compliqué à gérer. Ouais. Très, très compliqué à gérer. Et il faut être sûr de ton. C'est un bon test pour ton amitié, tu vois. Ouais. Vraiment. C'est quoi la plus grosse galère que tu as eue?
Mais mec, j'en Ouais, ai eu j'imagine. 1000, des Ouais, galères la de plus dingue. grosse ou les deux plus Il y en grosses a une, galères que t'as eues. il y en a une qui était vraiment drôle. C'était il y a 2 ans. C'était il y a un an et demi. Ouais, il y a presque 2 ans. C'était l'hiver de 2023-2024. Ouais. On signe un chantier, on signe un hôtel à Nice et on démarre la démol. On démarre la démol. Grosse équipe, je gère les boîtes, machin, etc. Grosse équipe, on fait venir, mais il y avait 25 personnes, tu vois. Et a priori, tout se passe bien. Et c'est les fêtes. Bon, tu vois, je suis ça de loin entre le Noël et le jour de l'an. Ça a l'air d'aller, etc. 2 jours avant le nouvel an, pas de nouvelles. Plus de nouvelles. Hmm. Silence radio. Mais je suis, au moment où je te parle, je suis à l'autre bout de la France. Donc des artisans, t'as plus de nouvelles Ouais, des artisans. je suis à l'autre bout de la France, je suis en Bretagne, le projet est à Nice. J'arrive le 2 au matin avec le premier vol qui fait Nantes-Nice, Ouais. qui arrive à 8h30, un truc comme ça, à Nice. Et je reçois un coup de fil du mec avec qui je fais le chantier, et il me dit les gars ont disparu, il n'y a personne sur le chantier, parce que comme c'était un hôtel, ils dormaient sur place. Ok. Ils dormaient au dernier étage dans les espaces qu'on leur avait laissés. Et il me dit il n'y a plus personne sur le chantier. Le chantier est abandonné. On a 20 personnes qui sont dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Ils ont laissé tout le chantier. Écoute-moi bien, quand tu arrives dans le hall, tu avais une montagne de gravats Hmm. de 3 mètres de haut. C'est-à-dire que tu pouvais difficilement rentrer dans l'hôtel. Ça, c'est les clients qui te disent ça? Non, ça c'est le maître d'œuvre que j'avais missionné pour être sur place, justement. Ok. C'est Et quoi un maître d'œuvre pour ceux qui ne le savent en pas? gros, le maître d'œuvre, l'architecte est un maître d'œuvre. Et il est un maître d'œuvre de conception et d'exécution. Hmm. Donc on fait tout le suivi de chantier et la création. Et en fait, tu peux avoir un maître d'œuvre d'exécution qui peut être une société et qui n'est pas forcément architecte, qui vient en fait vraiment gérer l'aspect technique, l'aspect pilotage, coordination d'un chantier et amener sur des grosses opérations un suivi un petit peu plus fin. Là, par exemple, chez toi, on n'en a pas besoin parce que c'est un petit projet, Hmm. tu vois. Sur un hôtel, tu as des milliers de mètres carrés, il faut doubler les postes pour s'assurer d'avoir un suivi. Bon. Et on devait livrer la démolition de cet hôtel à ce moment-là. Disparu dans la nature. Il s'avère que le mec était Ils sont emprisonné, jamais revenus? on les a remplacés. Ah. Et en fait, le gars, le boss de cet hôtel, s'était battu à Monaco. Hmm. Du coup, il a été emprisonné à Monaco. Tu sais, à Monaco, Ok. ça rigole pas. Ouais. Il a été emprisonné à Monaco, jugé, gardé en prison à Monaco. Et en fait, le mec, tous ces gars se sont barrés en mode on n'est pas payé, on se barre, tu vois. Ah, mais donc c'était pas le patron de l'hôtel? C'était le patron de C'est le patron de l'équipe l'équipe. Exactement. Ok. Exactement. Donc tout le monde a disparu, il a fallu retrouver une boîte. Et le client? Qui c'est qui avait recommandé cette équipe? C'était pas le client, c'était le maître d'œuvre d'exé qui nous Ok. l'avait recommandé. Putain, quelle galère. Ah ouais. Non mais j'ai ça, des boîtes qui ferment au milieu de chantier. Ouais. Par exemple, je ne l'ai jamais vécu, mais tu as des boîtes qui se barrent avec la caisse. Hmm. Tu prends un acompte de 30% et tu te Ouais, casses. ça, j'ai connu des histoires comme Tu ça. vois, il y a ça. Un mec qui vient et te dit bah, je fais faillite. Voilà, Hmm. je fais faillite. Malheureusement, dans le business, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de faillites, surtout en ce moment. C'est le secteur qui est le plus impacté. Donc, toi, tu dois faire hyper gaffe à ça, en fait. Tu vois? Et toi, juste aussi pour bien comprendre ton fonctionnement, si les gens se posent la question et te contactent après, sur les équipes de travaux par exemple, tu vois, parce que tu as des archis qui t'imposent leur équipe de travaux, t'en as qui se laissent l'ouverture ou la possibilité de choisir, t'en as qui s'en foutent. Bah, en fait, c'est pareil, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que en tant qu'archi, tu as tout à gagner à ouvrir ton réseau et à trouver des professionnels compétents et savoir t'entourer de gens qui ont une expertise qui n'est pas la tienne. Tu vois, j'aime bien cette image de l'architecte. L'architecte, c'est un généraliste, c'est-à-dire qu'il connaît un peu tous ces sujets, mais il n'en connaît aucun précisément, si tu veux. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir des gens qui soient experts et qui t'amènent leur expertise, qui savent où est-ce que tu te limites, pour pouvoir, en fait, derrière, avoir un projet qui soit abouti, si tu veux. Donc, là-dessus, c'est un jeu un peu à double tranchant, dans la mesure où tu peux te retrouver avec des équipes affreuses à gérer, et quand tu es parti avec elles, comme tu as un engagement financier, généralement, tu n'arrives pas à t'en dépêtrer, donc tu es obligé de le faire jusqu'au bout. Après, c'était le choix du client du coup.
Ça peut être, ouais, c'est Mais bon, plutôt. c'est relou pour toi, la gestion, mais Ouais, exactement. Là, c'est très, très relou. Et par contre, quand tu as des boîtes avec qui ça se passe bien et avec qui tu t'entends bien et qui te connaissent et qui rentrent au niveau et que ça marche avec le client et financièrement, surtout parce que c'est souvent ça la contrainte, il faut surtout pas hésiter à partir avec lui, quoi. Tu vois, je te parlais d'environnement de projet. Le fait d'avoir des gens qui connaissent ton degré d'exigence, qui connaissent un peu tes gimmicks de dessin, tu vois, de réglage, d'éléments, etc. Tu gagnes un nombre de temps en fait qui est colossal, un nombre d'heures, en énergie aussi, en aller-retour, tu vois. De toute façon, c'est comme dans tout, il y a un côté repeat business. À partir du moment où tu arrives à avoir un repeat business qui est bien calé, etc., tout le monde tout le monde y gagne. Et du coup, je te disais, au début, j'ai fait un peu donc, ces projets d'archi en particulier qui n'étaient pas très inspirants parce que trop limités financièrement. Donc du coup, j'ai un peu boudé les particuliers pendant 5 ans, mais parce qu'en fait, j'ai rapidement mis le doigt dans le milieu de la restauration et en fait des établissements recevant du public. Et en fait, j'en ai fait pendant 5 ans, j'ai dû faire une quarantaine, cinquantaine d'établissements, si tu veux, un peu partout en France. Donc ça a été un moment hyper formateur dans ma carrière où en fait, tu as la mise en place d'un process, la mise en place d'une charte architecturale, la mise en place d'une direction artistique qui doit être valable dans tout le territoire. Apprendre de ça, tu vois, à un moment, je me souviendrai toujours, j'avais rendu un projet qui était parfait à tout égard. Et on est rentré dedans avec le client, on s'est regardé, on s'est dit putain, on se fait chier, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, faut la franchise dans les années 90 où en fait tu refais un décor que tu viens déclencher un peu partout de la même manière, en fait c'est complètement débile, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé à faire des projets uniques à chaque fois, donc c'est hyper intéressant. Quand j'ai fait Veja, tu vois, alors la cantine, la solution RIE de Veja dans leurs nouveaux locaux au rue Faubourg-Poissonnière, c'était exceptionnel, tu vois. C'est quoi la solution RIE? Solution RIE, pardon, c'est restauration collective. Ok. En fait, c'est la restauration d'entreprise, mais qui n'en a pas du tout En fait, c'est un resto, Ils ont fait une bistrot. cantine trendy, quoi. Ouais, de ouf. En fait, ça s'appelle le bar 146, le café 146, pardon. Ok. Pour 146 rue du Faubourg-Poissonnière. Et en fait, on a créé un décor dans des bureaux qui sont avec un atrium juste incroyable. Et ça, c'était top. C'était top de bosser avec Sébastien Kopp, qui est un mec franchement hyper inspirant et hyper accessible. Donc, trop cool. Et voilà, et donc j'ai fait toute cette partie-là de restauration. Comme je t'avais expliqué, ça a donné lieu aussi à une création d'entreprise où j'avais une boîte de travaux, où je faisais tout de A à Z, c'est-à-dire la partie maçonnerie, la partie cuisine professionnelle, jusqu'à te faire une fourchette, tu vois, pour sortir même le mobilier, les chaises, on faisait tout produire, tu vois. Donc c'était hyper intéressant. Parce que tu fais du design aussi en plus. Hein. Exactement. Ouais, de la création d'objets. Là aujourd'hui, mon activité, elle est plus portée sur l'architecture d'intérieur, mais le design a toujours été présent, surtout pour des commandes en fait, des créations de pièces, tu vois, pour des clients, etc. Et là, j'ai une collection qui est en cours de création, là, qui va bientôt sortir, donc ça c'est cool. Et en fait, après, petit à petit, une fois la notoriété de l'agence faite, beaucoup sur cette partie restauration et établissement ouvert au public, j'ai retrouvé un peu la partie particulier. Et ça a été hyper intéressant parce que du coup, j'ai retrouvé un lieu un milieu que j'avais un peu déserté. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, d'un coup, je me retrouve avec des clients qui ont les moyens de leurs ambitions. Donc, d'un coup, tu te retrouves à créer un peu comme ici des décors qui sont hyper intéressants, tout est hyper abouti. Et tu es pour le coup dans un niveau de détail qui est supérieur à celui que tu as dans la restauration. Ouais. Oui, parce que toi, ton objectif, c'est d'aller sur des plus gros projets, mais aussi d'aller sur des plus grosses enveloppes, j'imagine. Bien sûr. Un mec qui te donne un 50 mètres carrés, mais qui a 500 € du mètre carré de budget, c'est... Je suis un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que les gros sous dans l'immobilier et dans la construction, j'y suis pas en réalité, tu vois. Parce que les gros sous, pour moi, c'est des programmes de promoteurs, c'est les mecs qui construisent, tu vois. Ça, j'y suis pas et j'ai pas vocation à y être, c'est pas mon monde, j'en ai pas les codes, j'en ai pas l'envie. Mais moi, je suis plutôt un bébé en réalité, tu vois. Les échelles de projets dans lesquels j'évolue la plupart du temps, c'est
Voilà, c'est pas de la promotion. Ouais, non, mais en Euh, gros projet, je veux dire un 300, un 400, Voilà. 500 mètres carrés, tu vois, c'est Exactement. des lieux où tu peux t'amuser, ouais. Ouais, exactement. En fait, c'est comme je te disais, c'est l'environnement de projet. C'est-à-dire que quand j'ai des gens qui culturellement sont attachés au beau, savent un peu Ouais. ce qu'ils veulent, arrivent avec des budgets qui sont à peu près cohérents avec leurs ambitions, bah, si tu veux, tu as déjà tout un taf de mise en place de projet qui est fait et tu n'as t'as plus qu'à dérouler ta copie. Hmm. Parce qu'en réalité, si tu veux, la partie fun de l'architecture, c'est-à-dire la création, le process, les matières, tout ce qui est vraiment la partie rêve, elle n'existe qu'à partir du moment où toute la partie admin, financière, Faut le mettre à l'oseille. ouais, il faut que ce soit réglé comme un papier à musique, tu vois. Ouais. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un truc qui bouge, tu vois. Hmm. Et toi, en parlant d'argent, comment tu fixes aussi tes tarifs? T'en as qui le fixent au prix au mètre carré, t'en as qui le fixent au... Ouais, j'avais vu J'imagine que c'est variable, hein, c'est pas obligé de... bah, non, Mais le ta prix. méthode de calcul, c'est vrai que ça diffère tout le temps. Tu vois, nous, par Ouais. exemple, je sais pas, en agence immobilière, tu as un pourcentage. Mais je te retournerai bien la question en vrai après, mais écoute, non, les prix au mètre carré, j'ai jamais fait. Ouais. Dans Le plus courant, c'est quoi? C'est pourcentage. C'est un pourcentage du chantier. en fait, le plus courant, c'est ton pourcentage qui définit une enveloppe qui se fait négocier et finit en forfait. Ok. Ça a été ça a été longtemps ce que j'ai fait. Mais c'est un vrai sujet. Les zonos, c'est très dur. Hein. Ouais. Aller chercher des zonos, c'est très dur. En fait, il faut être bon en égo. En fait, il faut apprendre. Il faut pas dévaloriser son travail. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pareil pour toi. On est beaucoup. C'est un marché quand même très concurrentiel. On est beaucoup d'archis. Il y a, je pense, en France, en tout cas, un vrai niveau. Il y a beaucoup de gens qui sortent diplômés chaque année, qui sont forts, qui ont Ouais. du goût, qui ont été bien formés et qui ont quelque chose à raconter, quoi. Je pense qu'on est vraiment une génération de créatifs cool. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous tire tous vers le haut. Et donc il y a un peu ce truc de désirabilité. Au début, bah, tu te batailles un peu pour exister. Et puis en fait, à partir du moment où tu existes, tu commences à dire bah, c'est bien, bah, si j'existe, on va commencer à demander les vrais tarots. Mm. Puis tu prends un an, un deuxième an, et puis d'un coup tu as un oui, et en fait ça se fait progressivement si tu veux, où tu t'es payé à ta juste valeur, tu vois. Mais donc, t'as pas de formule fixe, quoi. Si Ma, la formu- personne là qui regarde, qui se dit putain, j'aime bien son boulot, je me demande combien il prend, Ma formule fixe, c'est que je prends un pourcentage c'est un sur pourcentage. sur le montant hors taxe des travaux. Ok, Voilà. Et Ok. en fait, ce pourcentage, il est variable en fonction de la complexité du projet. Bien sûr. De la même manière, si tu veux, on te demande un prix au mètre carré, tu vas dire ah, c'est 2000, 3000, 4000 du mètre, la réno, machin, etc. Ouais. On va dire bah, ok, mais ça veut tout rien dire. Parce que si tu as un plancher à refaire, si tu as des fenêtres à refaire, si tu as la clim, enfin, d'un coup, tu as une complexité de projet qui n'est pas la même. Donc tes zonos, elles sont pas les mêmes non plus. Mm. Et c'est comme tout, parfois tu fais des bons coups, ou tu es surpayé, parfois tu fais des mauvais coups, tu crois que tu Ouais, vas t'en c'est sortir, sûr. tu passes Ouais. pas ton temps. Il y a des dossiers qui te demandent beaucoup plus de temps, qui te rapportent pas grand chose. Bon, ça, c'est dans le. Ouais, C'est le jeu, ouais. ça, Ouais, c'est le jeu. C'est Ouais. le jeu. Il y a un truc que tu kiffes faire et que les autres archis détestent, par exemple, ou pas? Il y a un truc où toi, tu vois. Si, toi, il y a les 3D que t'aimes bien. Ouais, les 3D, j'aime T'aimes bien. bien faire les 3D. J'adore. Bah, en fait, pour moi, c'est l'outil ultime. Ouais. Ultime. Mais ça, d'ailleurs, en école, t'avais un peu un schisme, en fait, si tu veux, entre la vieille génération, qui est très maquette, tu vois, pour représenter un projet, ou dessin, et la nouvelle génération, donc nous, où on est arrivé, on a dit, mais mec, en fait, qu'est-ce qui me casse la tête? Pourquoi j'ai passé 20 heures à faire une maquette que je vais casser à la fin? Ouais. Alors qu'en fait, en 2 fois moins de temps, j'ai une 3D impeccable et parfaitement représentative de ce que c'est l'espace, de ce qu'est l'espace. Pour au final pouvoir la modifier facilement, faire des allers-retours. Enfin, tu vois, ici, nous, pour chez toi, on a fait. Mon travail est beaucoup basé sur les itérations. Moi, j'éprouve les 3D. Je sais qu'il y a des archis, par exemple, qui disent ouais, c'est 1000 balles la 3D et j'y Ouais. bouge pas. Pour moi, c'est débile de fonctionner comme ça. Je pense qu'au contraire, il faut prendre le temps de marcher en 3D, quitte à sortir 50 rendus, mais être parfaitement sûr de d'accord. tes accords de matière. Ça fait gagner du temps. Ouais. Mais de dingue. En fait, derrière ton decision making sur le chantier, Bah ouais. il est done, quoi. Tu n'as pas besoin de revenir. En fait, les contraintes du chantier vont déjà t'amener tellement de choix à faire pendant le chantier. Typiquement, toi, les poutres, on ne savait pas, ouais, le blanc, le noir, machin. Que en fait, il faut en résoudre le maximum. Et surtout, le métier d'architecte et la construction, c'est d'être
tu es dans un prototypage constant. Ta vie dans le prototypage. Donc en fait, par définition, tu fais des erreurs en fait. Tu vois. Et ces erreurs-là, la 3D et ton expérience te permettent d'en éviter un maximum, si tu veux. Et il y a autre chose que tu aimes faire et que les autres n'aiment pas faire? La photo, les La photos, photo, ouais. Photo 3D. Mais j'ai un rapport très visuel, moi, à l'architecture, très cinématographique, en fait. Ouais. Tu vois, moi, je crée des cadres, je crée des tableaux, j'ai des codes comme ça, tu vois, quand je vois les director's cut de Kubrick ou quoi, c'était des trucs qui, pour moi, m'ont marqué, tu vois, de dire, en fait, c'est des tableaux, tu crées des compositions. Et d'ailleurs, au Le début, jeu de lumière aussi, du coup. de dingue, il n'y Ouais. a que ça qui marche. Et d'ailleurs, le miroir, c'est un peu l'outil facile, et c'est pour ça que je l'utilise autant, pour créer des perspectives, casser des perspectives, créer des rebonds de lumière, qui donc du coup vont créer des décors qui sont vivants tout au long de la journée, tu vois, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, jouer avec les aspérités, les textures, et en fait c'est prépondérant dans mon approche, et je pense que ça se ressent. Voilà. Et on parlait de 3D, juste parce qu'on a parlé de l'importance des réseaux sociaux dans ton métier. Là, il y a un nouveau phénomène dont tout le monde parle, qui est l'intelligence artificielle. Yes. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour remercier notre sponsor, parce qu'on a un sponsor sur l'entièreté de la saison, qui est Gepetto, qui est une solution d'homestaging par IA de décoration, qu'on utilise notamment avec mon autre société, mon agence immobilière Dolly. C'est des rendus ultra réalistes, Ok, et je t'en mets. c'est ultra facile à utiliser. Tant mieux. Donc sur de la déco, sur tout ça, c'est hyper intéressant. Toi, ça a changé quelque chose ou pas? Ouais, de dingue. Enfin, c'est de dingue. Tu l'utilises un peu? C'est, Enfin, tu utilises un peu d'IA par-ci par-là? ouais, j'utilise beaucoup d'IA. Je l'utilise beaucoup. Alors, j'utilise beaucoup, genre type ChatGPT, tu vois, en LLM. J'utilise beaucoup pour poser des questions. Ok, mais moins sur Sur- ton... Et sur la partie rendu et 3D, j'utilise aussi beaucoup. J'utilise beaucoup Midjourney. J'ai fait des rendus d'appels d'offres avec ça. Tu vois, typiquement pour générer des visuels de Ouais, manière assez rapide, sans forcément créer un espace. Ça marche. ouais, Et honnêtement, c'était assez cool. D'ailleurs, le client à qui j'ai rendu ça, j'étais son premier archi. Il m'avait fait la remarque en disant, ça, c'est le premier cabinet qui nous rend un appel d'offres de cette manière-là et on trouve ça hyper intéressant, donc à peaufiner. Et après, ouais, alors les solutions dont tu parles, moi je vois, je pense que c'est plus à destination des agents immobiliers, ouais, mais en fait, je pense que ouais, pour les particuliers ou agents immobiliers, je pense que c'est génial pour se donner des ouais, idées, pour nourrir une réflexion. Je pense que c'est top. C'est très bien. Pour nous, si tu veux, je pense que moi, je pense que c'est un outil exceptionnel qui, en fait, de la même manière que quand on a eu les AutoCAD et en fait toute la transition vers le numérique ouais, en fait, de la représentation de plans et de la représentation graphique de projets. Toute cette transition-là, elle a eu des contraintes et elle a eu des avantages, des inconvénients. Certains te diront qu'on a perdu en sensibilité, que si, que ça. Je sais pas, pour moi, c'est un nouvel outil qui se présente à nous. Je pense que dans tous les cas, il faut se former, il faut regarder ouais. à quoi ça marche. Et à voir, c'est en pleine évolution aussi, à voir dans les mois et dans les années à venir Mais comment c'est ça... hyper intéressant. Ouais, Là, je vais pas en parler ici parce que peut-être que d'ici là, quand le podcast sera sorti, je l'aurai déjà sorti, mais j'ai un projet IA en cours ok, sur de l'architecture et de l'espace. Et honnêtement, trop cool. je pense que ça a beaucoup de plats. Ok, Je pense que ça a beaucoup de plats. hâte de voir. Mm. On va passer sur un petit format un peu plus jeu, où donc, du coup, je vais te donner deux options. Ok. Il faut que tu choisisses. Ok. Ok? Plutôt délai serré ou budget serré? Délai serré. Client Pinterest ou client sans goût? C'est chaud, celle-là. Pinterest. Pinterest? Ouais. Ok. Sombre ou lumineux? Lumineux. Vue sur Notre-Dame de la Garde ou Notre-Dame de Paris? Notre-Dame de la Garde. Ah bon? Rénover de l'ancien ou tout reprendre de A à Z? Rénover de l'ancien. Un appartement haussmannien à Paris ou un appartement avec Tomette à Marseille? Dur. On appelle ça les immeubles à trois fenêtres, non, à Marseille? Et 3 fenêtres marseillais. Ouais, c'est ça. J'ai déjà fait le Marseillais, donc très envie de l'Haussmannien là. Ok. Plutôt star architecte ou petit cabinet indépendant? Petit cabinet indépendant. Plusieurs petits chantiers ou un gros? Un gros. Ok. Chargé ou minimaliste? Chargé. Vintage ou contemporain? Vintage.
Et cuisine US ou cuisine fermée? Ouverte. Ouverte. Ok. Ensuite, deuxième petit jeu. Le prix juste. Donc il faut que tu nous donnes le vrai coût, ou t'en approcher en tout cas, sur les 3 choses que je vais te demander. On prend une petite gorgée. My God. T'es ready? Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Je sais pas si t'en as déjà fait. Une petite tiny house de 25 mètres carrés. Ah ouais, je suis en plein dedans. Une tiny house de 25 mètres carrés, 25 000 balles. Ok. Un escalier sur mesure. Quelle matière? Ah. Bah, je sais pas, Bé- acier? Béton. Béton, ouais, béton. Béton sur mesure, tout fini avec la pierre, machin, compte 7 000 euros. Ok. Une ouverture de mur porteur. Voilà, les gens se posent souvent en plus la question. Combien ça coûte? Un porteur, en fait, un porteur a entre, je veux dire, c'est mini 5-6 000 balles. Parce que tu vas avoir ton géomètre, tu vas avoir ton BET, donc ça, c'est des frais fixes qui, dans tous les cas, seront à mettre. Et après, tu as la taille de l'ouverture. Donc ça va, on va dire, on va commencer à 5-6 000 balles et ça va vite monter 10, 15, 20 en fonction des mètres linéaires que tu as à Entre faire. 5, 6 et 15, 20. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ok. Maintenant, il faut que tu nous donnes la règle d'or du plan parfait pour ces 4 types de biens. Le studio. Versatile. Ok. Une salle de bain minuscule. Ouverte. Une chambre parentale premium. Une chambre parentale premium, c'est le statut, Et un micro-logement étudiant. la circulation. Superbe. Dernier petit jeu, le tabou ou vérité. C'est un vrai faux, en gros. Les architectes coûtent trop cher. Faux. Sur mesure égale emmerde. Faux, je développe ou pas? Ah, vas-y, tu peux développer. Faux pour la simple et bonne raison Défonce sa paroisse. Ah ouais, de fou. T'es obligé. Non, faux parce que en réalité, l'architecte, dans la mesure où il maîtrise l'enveloppe du client, il va en fait négocier et il va créer surtout de l'optimisation. Les bons architectes, moi Ouais. je peux l'attester parce que c'est vrai que tu as négocié beaucoup de choses, c'est bien d'en parler, sur les devis travaux, sur le mobilier, sur toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Mais un bon architecte, du coup, négocie de l'autre côté. Mais écoute, merci pour le compliment indirect. Mais non, mais du coup, pour moi, c'est capital si tu veux. C'est-à-dire ton économie de projet, tu ne peux pas te permettre d'avoir un doublon, tu peux pas te permettre d'avoir quelque chose qui soit approximatif. Tu vois, typiquement, les représentances sous œuvre qui sont un peu particulières, c'est-à-dire tu peux pas mettre un prix, ça dépend du bâti, ça dépend de X, Y. Tu vois, ça, en fait, c'est l'économie de marché, ou en fait, c'est le prix de marché qui va donner ton vrai prix, tu vois, en fonction de qui tu vas aller voir. Tu vas avoir 3 appels d'offres, 3 fois la même demande, tu vas avoir 3 prix différents. Et en réalité, c'est ça qui va te donner des billes aussi pour aller négocier. Mais pour moi, ça, c'est capital. Ok. Capital. Et si tu ne fais pas ça, à mon sens, tu représentes mal les intérêts de ton client, ce qui est quand même ta vocation première, si tu veux. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes clients. Mes zonos, si j'ai bien fait mon taf à la fin, elles sont inexistantes en réalité. Tu vois. Oui, c'est censé rentrer dans... C'est absorbé en fait. Ok. Sur mesure égale emmerde. Sur mesure égale emmerde, ouais, sur mesure égale emmerde, oui, mais par contre, c'est le sel de notre métier, quoi. Ouais. Les architectes imposent toujours leur style. Non. 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 L'écologique, c'est hors budget. Ça demande de la formation et de l'expertise, en fait. Ok. Que tu maîtrises. Pas toujours. Ok. Les archis ne respectent jamais les délais. Joker. J'avais une autre question sur le bâtiment que tu rêverais de refaire. Est-ce qu'il y a un bâtiment que tu rêverais de refaire? Un bâtiment que je rêverais de refaire. Pas qu'en France, hein, dans le monde. Intégralement, c'est dur à dire. En fait, j'adore pour moi, les architectes d'intérieur, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est que pour moi, on est un peu les gardiens du temple, quoi. Tu vois, les gardiens du patrimoine. On intervient dans du bâti et on fait en sorte qu'il puisse bien vieillir et avoir une belle vie. Et à ce titre-là, pour moi, le plus beau bâtiment, en France en tout cas, ou un des plus beaux, c'est le Grand Palais. Donc si j'avais l'honneur d'arriver là-dedans et d'intervenir là-dedans et de faire une installation, ce serait... De jouer un rôle dans l'aménagement du Grand Palais. Ouais, ce serait dingue. Et je vais apporter une deuxième réponse.
À Marseille, un de mes clients, c'est le Cercle des Nageurs. Enfin, je collabore avec le Cercle des Nageurs. Et j'espère pouvoir continuer à collaborer avec eux suffisamment longtemps pour pouvoir apporter mon nom à ce bâtiment et à ce lieu qui est emblématique de Marseille Ouais. et juste dingue par son architecture, par son rapport à la mer et par le rapport que les Marseillais entretiennent avec ce lieu. Sur ce type de bâtiment, etc., il y a beaucoup aussi, enfin, il y a des notions d'urbanisme. Ouais, Faut être ultra calé aussi. ouais. Si tu devais retirer une règle, par exemple, sur les règles de l'urbanisme, ce serait laquelle? Il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec son environnement. En fait, tous les garde-fous qu'on a aujourd'hui, notamment les ABF, tu vois, c'est très bien qu'on ait des ABF en France. Et ça peut être très contraignant. ABF qui est. Architectes des bâtiments de France, pardon. Qui sont là en fait pour veiller à ce que le bâti et l'urbanisme globalement soient respectés dans son cadre et dans son environnement. C'est une très bonne chose qu'on ait des institutions comme celle-ci qui existent en France. Ça peut être très contraignant, mais en fait ces gens-là, encore une fois, à la fin c'est de l'humain. Donc si tu les emmènes avec toi dans ton projet et si tu arrives à discuter avec eux et à leur expliquer qu'en fait ton choix il est positif pour le quartier, pour le bâti, pour Ouais. l'environnement, il n'y a aucune raison qu'ils te le refusent, si tu veux. Ok. En termes d'inspiration aussi, euh, parce que bon, chaque pays a un peu son. Là, on voit beaucoup de style scandinave. Le Japon, je crois, fait partie des tops aussi Bien pays les sûr, plus influents sur bien l'architecture sûr. d'intérieur. Tu puises où, toi, tes inspirations? C'est quoi les pays qui te Euh, nourrissent le plus? Nous, on a la chance quand même d'être les enfants de tellement de courants artistiques et tu vois, en Europe, c'est le vieux continent, c'est juste incroyable. Donc, moi, l'Italie, pour moi, prévaut sur tout en termes de beau, de rapport au beau, de culture vis-à-vis de ce que sont les arts, que ce soit la peinture, l'architecture, Ouais. ils sont au-dessus les mecs. Mm. Vraiment, ils sont au-dessus. Mais en France, on est très très fort. Hein, tu vois, tout le courant gothique, le gothique, c'est l'art français en réalité, si tu Mm. veux. Et en fait, ça par exemple, tu vois, c'est le côté gothique, c'est quelque chose que je boudais, tu vois. Je trouvais ça un peu pas très intéressant en tout cas quand j'étais jeune. Et ça fait quelques années là que je regarde ça avec un œil un peu plus mûr, fait, tu vois. Et en fait, plus je regarde ça, plus je me rends compte à quel point c'est extraordinaire Ouais. en réalité, tu vois. Extraordinaire. Ok. Mais je pense que avant ça, j'avais juste pas le bagage pour pouvoir le lire correctement, tu vois. Ouais. Donc l'Italie et bien entendu la France, Hmm. en gros. Très Euh, chauvin. c'est quoi ton luxe, toi, dans un appartement? L'espace, C'est l'espace, ouais, les grands espaces, bien sûr. la circulation. Évidemment. Ok. Ouais, ouais, l'espace, la Il y a un lumière. rapport aussi entre l'espace, l'architecture d'intérieur et le bien-être. De plus en plus, j'ai l'impression. Mais grave. En fait, si tu veux, ouais, j'ai la chance, à Marseille, l'appartement que j'ai à Marseille, il est très grand. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir un grand appart. Et je suis, même plusieurs années après y avoir aménagé, je suis toujours surpris de me dire, ah, c'est agréable en fait. Tu Mm. vois. Autant, tu vois, dans un petit appart, je me sens très bien aussi. J'ai pas de problème. Mais quand tu rentres dans un grand appart, waouh, c'est cool quoi. Tu es Ouais. toujours pris par le volume, par la perspective, par la lumière. C'est tellement agréable. En parlant de rentrer dans un appartement, toi, c'est quoi la chose que tu regardes direct quand tu arrives chez quelqu'un? Parce que moi, après avoir fait cet appartement-là, bon, c'est pas le premier appartement que je refais, mais le niveau de finition, bon, tu l'as souligné, je trouve qu'il est, Ouais, il est top du top. Donc je on a bien vois des bossé. choses, je zoome sur des choses que tu m'as fait remarquer au fur et à mesure du chantier, que je regardais pas du tout avant. Donc maintenant, quand je rentre chez les gens, genre, tu vois, les prises, enfin, des trucs, c'est quoi, toi? Euh, Moi, le truc numéro un, Ouais. c'est le plan de travail de la cuisine. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais ça, enfin si, je sais très bien pourquoi. J'ai grandi sur un mélaminé que je pouvais plus voir Ouais. en peinture. Et typiquement dans mon appart à Marseille, c'était mon petit combat, tu vois. Tous les clients et moi, j'en fais partie, évidemment, ont un peu leur sacerdoce, tu vois, leur élément sur lesquels ils veulent pas transiger, tu vois. Et ben Mm. moi, c'était le plan de travail en pierre. Je Ok. voulais impérativement ça. Donc je regarde ça et comme tu disais, les prises, Ah, les prises, je trouve le, que ça saute aux yeux, moi. ah, Les blanches, là. ouais, le Douxy, Ah ouais. mauvais Douxy, ouais. Affreux, affreux. Ouais. Non, Ok. ça Mais tu vois, c'était. même les poignées de fenêtre, enfin, maintenant, il y a des choses que je regarde, que je. Mais tu sais que c'est marrant parce que moi, par exemple, là, toi, tu
je t'ai fait remarquer des choses, mais l'inverse est réel aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, tu me mettais l'œil sur des trucs que j'avais Ouais. même pas vu, alors Moi, que je suis c'est un mon vrai chantier. Tu casse-tête, vois. moi. Hein? Je passais tous les jours. Ah ouais, c'est vrai que t'es beaucoup passé. Ouais. T'es beaucoup D'ailleurs, passé. ça, je trouve que c'est une qualité. Enfin, en archi, je trouve que de manière générale, dans tout business, il faut être organisé. Mais l'organisation sur un chantier, C'est la c'est clé. affolant. Mais oui, mais parce que tu as tellement de trucs à penser, de trucs à regarder, Mais tu sais que tu vois. Même sur ta gestion du temps, sur ta gestion. t'avais reçu un invité qui disait que le bâtiment, c'était la somme de toutes les emmerdes possibles. Ouais, nickel. Et c'est la réalité, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment ça. C'est-à-dire Oui, que... parce que tu as eu ta boîte dans le bâtiment aussi, du coup. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça. Et puis en archi, si tu veux, t'es dans les mêmes contraintes en Bien réalité. Parce que ce qui est terrible, c'est que tu gères de l'humain. Tu gères tu gères de l'humain avec des aspérités différentes, avec un niveau socioculturel très différent. Moi, au quotidien, autant j'ai 50%, enfin j'ai 50% de mon temps, on va dire, avec des gens qui sont des clients qui, par définition, l'architecture d'intérieur, c'est un métier qui est à vocation de gens confortables. Tu vois, quand tu commences à amener du décor dans un intérieur, c'est que t'as pas besoin juste de te loger, tu vois. Donc c'est quand même un métier qui sont faits pour des gens à l'aise. Mais les faiseurs de ces décors-là sont des gens qui sont parfois dans des vraies précarités. Et c'est des gens Ouais. qui, sans eux, rien n'existe. Donc si tu veux, tu dois te faire comprendre du roumain qui ne parle pas français de telle manière à ce que son travail soit à un niveau et un degré d'exigence qui parfois lui-même ne comprend pas, si tu veux. Et c'est toute la difficulté, en fait. Ouais. Ta communication, c'est un élément essentiel de notre travail. Ouais, de c'est notre vrai. projet. Oui, parce qu'on l'a vu ici, par exemple, des fois, il y a eu besoin de répéter plusieurs fois les choses, alors que c'était. Ah, mais tu c'est. vois. Alors que pour toi et moi, c'est limpide. Ouais, Les mecs ne comprennent. Ouais, non, mais c'est ouais, clair. ouais. Mais ça, c'est mon quotidien pour le coup. Et d'ailleurs, dans mes premières années d'exercice, je m'énervais de ça, tu vois. Hmm. Je pétais des plombs, mais vraiment. Les mecs, en fait, je perdais patience, si tu Ouais. veux. Ça, Et, t'as travaillé là-dessus, avec le temps, j'imagine. Ben Bon, après, ouais. c'est des natures aussi, hein, on est toujours. Ouais, je pense que je suis assez patient de base. Je pense que je me suis aussi bien calmé Ouais. avec les années. Mais ouais, en fait, tu es obligé, quoi. Et puis aussi, c'est très formateur. En fait, à un moment, si tu veux, aussi bien pour ton client que les gens qui font pour toi, tu t'apprends à te détacher, en fait. Hmm. Tu apprends à garder l'essentiel. Et surtout, tu apprends à garder ta bonne énergie, qui est la seule chose sur laquelle tu dois ne pas déroger, en fait. Hmm. Ce qui fait qu'à la fin, ton projet, il sera bien fini et abouti et que ton client sera content, c'est qu'en fait, toi, tu as gardé le cap. L'architecte, c'est le mec qui garde le cap. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, quelle que soit la tuile, je garde le cap et je fais en sorte que ça aboutisse. D'où l'intérêt du suivi de chantier, parce que moi, je dis toujours pour moi, c'est essentiel d'avoir un archi sur un projet. Déjà parce qu'on ne maîtrise pas tout, de deux, de parler, comme tu dis, de communiquer, c'est déjà assez dur pour un archi, alors encore plus pour un client lambda qui ne s'y connaît pas, tu vois, et même pour le suivi de chantier quotidien, parce que donc il y a un suivi de chantier que tu assures aussi, Bien sûr. pour ceux qui ne le savent pas, mais donc je pense qu'il diffère en fonction des archis. Toi, c'est quoi, Il y a une fois par en fait, semaine? il y a des cabinets qui ne font pas leur suivi. Ouais, ça peut être facturé en plus aussi. des fois. Moi, je fais ce qu'on appelle dans le milieu, enfin ça a un nom, ça s'appelle une mission complète. Ouais. Tu fais donc la conception et la réalisation. Et à mon sens, mon métier ne peut être pratiqué que comme ça. Enfin, c'est ma définition des choses. Mais moi, j'ai une vision très artisanale. Pour moi, je suis un artisan, si tu veux. À un moment, dans les premières années, je savais pas trop, est-ce que, je sais pas, à un moment, tu prends des projets, tu prends des clients, tu veux juste que ça marche, tu vois. Et puis, en fait, à un moment, d'un coup, tu relèves la tête, tu dis, OK, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis comme boîte d'archi? Est-ce que je suis la grosse boîte d'archi qui va envoyer des gros projets et what 1000 projets par mois, par an et donc, du coup, à ce moment-là, ma stratégie de développement, c'est de récupérer des clients plus gros pour avoir plus de moyens, un cash flow plus important et recruter. Est-ce que c'est ça ma trajectoire? Ou est-ce que ma trajectoire, c'est plutôt d'avoir des clients triés sur le volet avec des projets pour lesquels j'ai des accointances et avec lesquels je me sens bien et sur lesquels qui font sens vis-à-vis de ce qui est ma pratique de l'architecture et du design, si tu veux. Et c'est plutôt ça que j'ai pris. Donc pour moi, je suis un artisan aujourd'hui. Rien d'autre qu'un artisan. Il ressemble à quoi ton premier appart? Mon appart de Marseille, c'est mon premier appart. C'est ton premier appart. Ouais, où je suis propriétaire. Ok. Et avant ça, j'étais locataire dans un appart au Courjus,
J'habitais rue des Première fois Trois que je suis allé Mages. à Marseille, c'était C'est vrai? Julien. Ouais. J'étais au cœur du réacteur. En Ouais. fait, j'étais Vers la entre. place, là? Ouais, en gros, Ouais. j'étais entre la plaine et le Courjus. Ok. Pour ceux qui connaissent cet endroit, savent c'était au milieu du bordel, quoi. Et mon Ah. balcon donnait sur le cours Julien. Et en fait, ce qui était cool dans cet appart, ça c'était enfin toi qui es agent IMO, c'est un non-sens. C'était un syndic qui gérait tout l'immeuble pour le compte du propriétaire. Et en fait, il louait ça comme si c'était un appartement un peu naze. Mhm. Donc on était allé visiter parce que à Marseille, le marché de l'offre, sur le locatif est assez restreint. C'est un peu galère de se loger en réalité. Et on arrive, on ouvre les volets et là on voit Marseille, mais genre 180 degrés de Notre-Dame-de-la-Garde. Bah oui, mais moi j'avais pris le premier appartement que j'ai pris à Marseille, c'était Je t'avais montré les photos ou pas? Non. C'était Cours Julien, pareil, sur le trottoir quand tu montes sur Cours Julien à droite. Donc du coup, tu étais en hauteur, bon, c'était au dernier étage sans ascenseur, mais vu complètement dégagé sur Mais attends, tout Marseille. T'étais au-dessus d'un Et d'un moi, la bar? terrasse, elle était folle. T'étais au-dessus d'un Non, bar? c'était pas au-dessus d'un bar. Alors t'étais devant, je vois il était sur Airbnb? Il était sur Airbnb? Ouais, Mais je vois très bien l'appart dont tu parles. avec 2 terrasses traversantes. Ouais. Ah ouais, non, mais Et il y là, en a une qui donne, pas celle qui donne sur la mer, celle qui est derrière Ouais, le plus grand immeuble. ouais. Normalement, t'avais un grand immeuble qui fait comme ça un peu. Ouais. Bah, c'était mieux. Il y avait même un petit jacuzzi sur la terrasse. Bon, bref, mais moi, l'appartement, il m'avait choqué. Quand j'étais rentré dedans, c'était un tableau. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui me manque. Autant mon nouvel appart, là, celui de Marseille, honnêtement, il a beaucoup, beaucoup de qualité. Ouais. Autant de ne plus avoir la vue mer dégagée. Ah bah quand tu t'habitues à ça, ouais, j'imagine que ça doit être dur. Ah, Non mais là, ce qui était beau, c'était que, même moi je trouve ça même plus beau qu'une vue mer. T'as la mer, le port, Notre-Dame. Oui, ça, t'as un tableau. Et t'as les bâtiments qui sont quand même Ouais, c'est cool, ouais. tu vois. Ah, je suis d'accord. Bon, écoute, on arrive sur la fin du podcast. 3 petites questions de fin qu'on pose à nos invités. Quel conseil tu donnerais au Jérémy de 20 ans? Fais confiance à ton instinct. Très bien. Qu'est-ce que tu pensais être vrai dans ton métier, mais qui est totalement faux? Que ça allait être facile. Ok. Et quelle est la brique que tu aimerais rajouter dans ton parcours? Une collection de design et pouvoir présenter cette collection de design au grand public. Ok. Jérémy, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir pour cette Partager. nouvelle saison, ce premier épisode, et dans un lieu qu'encore une fois tu as conçu. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode de podcast. Et merci surtout à notre sponsor, encore une fois Gepetto, donc une solution d'homestaging par IA de décoration d'intérieur.